Alors, on va maintenant quitter Mireille et Gustave Fayet, mais on n'ira pas très loin car on va rester en Méditerranée. Mais cette fois-ci pour aller explorer un jardin d'un tout autre genre, celui que Tarek El Haris réenchante aux abords des plages de Beyrouth, fait d'algues et de pierres, mais aussi de rêveries et d'histoires personnelles et collectives. Il va nous permettre d'entrer dans l'histoire du Liban par un point d'accroche poétique, sensuel. Tarek, merci d'être avec nous. Tu es titulaire de la chaire James Wright d'études sur le Moyen-Orient à Dartmouth College. Tu es né à Beyrouth, tu as grandi pendant la guerre civile. Tu es formé à la philosophie, à la théorie littéraire, aux études visuelles. Et tu as écrit sur des voyageurs désorientés, des marginaux, des personnes queer, des pirates informatiques. Récemment, tu as publié Water on Fire, Memoir of War, pour lequel tu avais reçu une bourse Guggenheim. Et tu vas pouvoir en fait nous présenter par cette conférence une partie de ce très beau travail. Je te remercie aussi beaucoup d'avoir traduit des parties de ton livre pour les présenter en français pour nous. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci Salma, merci Grégory, Martin, l'équipe Loma, la traduction, merci pour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous. Je vais m'exprimer en français. J'ai tellement peu de moyens de m'exprimer en français, alors je profite quand j'ai l'opportunité. Ma conférence va développer un peu une thèse qui sort un peu de ce livre qui a été publié le mois dernier de Other Press, qui est une maison d'édition à New York et en fait qui publie aussi l'œuvre de Patrick Boucheron. Alors je suis très ravi qu'on soit tous les deux dans ce colloque. Et dans ce livre, qui est un récit un peu autobiographique, je développe cette idée comment on vit avec le trauma de guerre, ou bien comment on fait face à cette idée de catastrophe. Et c'est un dialogue vraiment entre la psychanalyse, mais aussi entre les éléments. Et les éléments, l'eau, la nourriture, les plantes, et comment aussi penser l'histoire du sujet. Et je veux dire le sujet qui a une histoire d'après Freud, une histoire psychanalytique qui commence avec l'enfance et qui continue vers l'âge adulte, mais aussi d'un sens plus large, le sujet de Hegel, le sujet historique aussi, le sujet comme représentant d'une communauté qui a aussi une histoire, qui se développe, passant du passé, passant par le présent et en allant vers le futur. Alors, comment repenser ce genre d'histoire dans un contexte qui a été à l'épreuve de la guerre, à l'épreuve d'une grande catastrophe? Et le livre, c'est un peu ça, c'est vraiment amener ce discours un peu personnel et mettre aussi le jeu dans cette grande histoire. Et la thèse de ma conférence aujourd'hui, c'est particulièrement les plantes ou bien la verdure ou bien l'environnement sensoriel qui constitue le sujet. Et je voudrais un peu parler de cette transition, surtout à Beyrouth du 19e siècle, le Beyrouth de la modernité arabe, ou ce qu'on appelle la Nahda. Ça veut dire l'éveil ou bien la Renaissance, qui est un grand essor culturel et politique qui était en partie aussi une réaction aux Lumières au XVIIIe siècle. Alors pour revenir aussi à Candide et au XVIIIe siècle et à cultiver son jardin. Alors Beyrouth, c'était le jardin du XIXe siècle aussi, avec l'histoire de la soie ou bien l'export du soie, et que Hachem Serkis a mentionné hier dans sa communication. Alors je voudrais aussi parler un peu comment la guerre a réinventé un nouveau environnement, un nouveau jardin à travers lequel le sujet et la communauté peuvent se projeter dans le futur. Et je voudrais commencer par une photo de Gaza en avril 17, un beau jour d'avril, et tous les gens de Gaza sont sortis à la plage pour cultiver leur jardin, pour se recharger, pour aussi se réinventer face à la catastrophe, face à la guerre. Alors je veux penser un peu à cet espace qui est le bord de mer, le jardin de bord de mer, comme un lieu où on se réinvente, un lieu où on s'imagine, même au milieu de la pire catastrophe.
Et pour vous donner un peu un sens du livre, un petit goût du livre, je voudrais lire, j'ai mis le texte original en anglais, mais je vais lire ma traduction et je m'excuse, je l'ai traduit un peu rapidement, alors peut-être elle n'est pas très polie, mais je vais lire un peu du livre juste pour vous donner un peu le goût de l'écriture et aussi du contexte. Beyrouth est une ville qui s'enfonce dans la mer, une mer qui l'enveloppe et la contient. Son littoral est rocailleux, moderne, jaillissant, contre nature. Les Beyrouthins repoussent la mer comme ils poussent une maman autoritaire. Ils revendiquent leur espace et affirment leur indépendance en déversant leurs déchets et en coulant du béton. Et la mer riposte en accueillant des flottes ennemies qui apportent bombes et servitudes. Pourtant, les Beyrouthins trouvent le moyen de se réconcilier avec la mer. Leur littoral abrite des plages privées enfouies au pied des falaises rocheuses. Pour les Beyrouthins qui ont vécu la guerre civile de 1975 à 1990, ces plages sont devenues leurs seules issues pendant des mois et des années de siège et d'encerclement. Ces baigneurs risquaient leur vie et celle de leurs enfants pour une baignade, un bronzage et un court trajet en voiture jusqu'à la plage. Mais quels objets de valeur recherchaient ces Beyrouthins en allant à la plage tous les jours, de mai à octobre, du matin au soir? La guerre a transformé les plages de Beyrouth en le seul espace de liberté pour les habitants d'une ville encerclée par la violence et privée de verdure. À la fin de l'été, on était complètement bronzés. Les gens avaient différentes recettes d'huile de bronzage, certaines à base de Pepsi et de bière, d'autres de peroxyde et de mercurochrome. On avait également l'iconique ambre solaire qui a cédé la place à Lancaster, une pâte bronzante puissante qui laisse une teinte cuivre sur la peau neuve. Être blanc pendant l'été était une anomalie, une maladie, signe d'avoir capitulé à la violence de la guerre. Mais même si on revêtait de nouvelles peaux et masques de courage, on était exposés, nus dans notre vulnérabilité, heureux d'être ensemble. Alors on jouait, bavardait et flirtait au soleil, notre baie scintillante qui jaugeait l'horizon, coincée entre l'eau et le feu, nous offrait l'illusion de la liberté. Cela nous a rendus insouciants, vivaces, bruyants et courageux d'une manière qu'on n'était pas et ne pouvait plus l'être à l'extérieur. Alors on bronzait et nageait tout l'été. Ces activités n'étaient pas seulement une évasion de la guerre, mais plutôt une quête de quelque chose de précieux qui était perdu et qui devait être retrouvé, réinventé avec la plus grande douceur chaque jour. On était comme des fouilleurs de plage qui peignaient ou ratissaient le sable à la recherche d'objets de valeur sur le rivage. Par flux et reflux, le souvenir qui vient de loin, nageant vers moi, s'incarne dans l'écriture. Son mouvement imite celui de l'eau, entrant et sortant de la crique, qui contrôle le flux des vagues et les corps qui plongent pour les saisir. Alors que les vagues s'écrasent sur les rochers, elles révèlent les corps meurtris et couverts de blessures des nageurs audacieux, des nageurs vieillissants qui assument enfin leur vulnérabilité. Alors, cette idée, ce jardin de mer, il y a dans le livre cette idée de beachcomber, l'idée du comb ou bien le peigne, et comment on laboure, en fait. Il y a un travail de labourer un peu la plage et de créer de nouveaux rituels qui font face ou bien qui sont parallèles à ceux de la violence qui en fait détruit la société, qui détruit le système politique. Et dans le livre, je travaille aussi sur cette idée de la mémoire, comment on pense la mémoire, mais non seulement
dans le contexte psychanalytique freudien ou bien historique, on reconstitue le passé, mais aussi la mémoire qui vient à travers les flux et les reflux de l'eau. Alors aussi ce mouvement de l'eau entre les pierres, entre les failles, comment ça peut aussi nous permettre de penser un nouveau sujet qui a été démoli et qui doit se réinventer à travers de nouveaux rituels. Et cette idée de verdure aussi, que je vais en parler, qui est très importante. Qu'est-ce qu'on a perdu? Ces gens qui vont à la plage chaque jour, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Est-ce qu'ils recherchent à recréer quelque chose qu'ils ont perdu, ou bien est-ce qu'ils cherchent à imaginer quelque chose qui est à venir aussi? Et ça, c'est très important. Est-ce que c'est une perte, ou bien aussi c'est une opportunité d'imaginer un nouveau futur en utilisant, en inventant de nouveaux outils et de nouveaux pratiques sociales, et en cultivant de nouveaux jardins qui sont pas très loin du jardin. Et là, je veux aller au jardin de Beyrouth, le jardin dans le sens, disons, plus traditionnel. Et ça, c'est le jardin de Sanaya, qui est un des derniers jardins du Beyrouth du 19e siècle, début du 20e siècle, en fait. Et ce jardin, cette photo, elle est prise de l'appartement de mes parents à Beyrouth. Alors, on habitait juste en face de ce jardin. Et vous voyez la mer, ce jardin n'est pas très loin de la mer. Mais pendant la guerre, ce jardin, on était interdit d'aller dans ce jardin parce que j'ai mis la photo d'un garçon sur son vélo parce que c'est là où on allait nous voler nos vélos. Parce que pendant la guerre, ce jardin était très dangereux, en fait. Il y avait des gens avec des fusils, il y avait des gens... Tout peut arriver. Alors les gosses qui habitent juste en face avaient peur d'aller dans ce jardin public parce que c'était pas un endroit sécurisé, c'était pas un endroit, c'était un endroit qui nous faisait peur. Alors, mais on voit aussi ce jardin qui remonte à un certain temps, à une certaine imaginaire. Et aussi, on voit dans ce jardin, il y a un monument qui ressemble un peu à la fontaine, au menhir qu'on voit ici à Arles, que je viens de découvrir. Et ça s'appelle le Sabil el-Hamidi. Ça, c'est une fontaine qui a été commissionnée par la municipalité de Beyrouth en 1900 pour commémorer le 25e anniversaire du sultan Abdelhamid, parce que Beyrouth faisait partie de l'Empire ottoman au temps. Et on avait ce monument qui a été commissionné par la municipalité et bâti par Youssef Aftimos, qui est l'ingénieur architecte qui travaillait pour la municipalité. Ce monument était... on l'a amené au jardin de Sanaya en 1957. Au début, c'était vraiment sur une place dans l'ancien Beyrouth, le Beyrouth Intramuros, qui s'appelle Assour. Et là, c'est où Riyad al-Soloh, la place Riyad al-Soloh est aujourd'hui. Mais étant gamin, je voyais cette fontaine et je ne comprenais pas vraiment l'histoire de cette fontaine. Mais cette fontaine, c'est vraiment, ça connectait ce Beyrouth de la guerre des années 70-80 au Beyrouth de la Nahda, au Beyrouth de cet âge d'épanouissement et de modernité au 19e siècle. Et j'ai écrit beaucoup là-dessus. J'ai fait pas mal de travail sur cette période qui est une période de culture et d'épanouissement. Et j'ai découvert aussi que, en fait, le jardin au 19e siècle, à Beyrouth, c'était vraiment la conception de la communauté moderne se passait autour de l'idée du jardin, le jardin comme paradis. Et là, j'ai une citation d'un livre d'une collègue à moi qui est à Bard College. Et elle parle de tous les journaux de Beyrouth à partir de 1858. Et ils ont tous le nom jardin ou fruits dans leur description. Alors, on commence, le premier, c'est Hadiqat al-Akhbar, le jardin des nouvelles, 1858.
Et puis, on a tous les jardins de la famille Boustani, les grands, penseurs, éducateurs de la Nahda al-Jinan, les jardins, al-Janna, parce que aussi le jardin en arabe, c'est la même racine que le mot paradis. Janna, c'est paradis. Junaina, c'est jardin ou petit jardin. Et tout ça, c'est des journaux de Beyrouth. Et aussi, il y a Al-Zahra, la rose, aussi. Il y a Al-Muqtataf, le cueilli, ce qu'on cueille. Thamarat al-Funoun, ça veut dire les fruits des arts. Aussi, un journal qui sortait une fois par semaine. Et alors, on commence à voir un tout petit peu que ce Beyrouth du 19e siècle vraiment s'imaginait autour de ces jardins. Mais aussi, pour revenir à l'histoire de la soie, c'est la culture, la sériculture et la culture de la soie et l'industrie de la soie vraiment qui a fait l'essor aussi de la ville. Et alors, c'est pas seulement le jardin au niveau métaphorique, au niveau du métaphore, mais aussi d'une façon très matérielle, très physique et économique. Le jardin était fondamental à cet essor de la ville et à l'identité de la ville. Et aussi, on va voir qu'il y a toute une littérature, des récits qui vont être s'imaginés dans un contexte romantique, dans les jardins de Beyrouth du 19e siècle. Et c'est ça, en fait, cette idée de la modernité, on s'imagine le jardin comme quelque chose qui est loin de la modernité ou bien qui est antécédent à la modernité. Mais en fait, dans ce contexte-là, le jardin, c'est vraiment ça constitue la modernité de cette ville. Et certaines plantes, parmi le jardin de Sanaïa qu'on avait vu, mais aussi il y a certaines plantes et certains arbres qui ont été fondamentales à cette modernité de Beyrouth. Et là, je m'arrête sur le mûrier, parce que bien sûr, les vers à soie qui faisaient l'essor de cette ville, qui a vraiment poussé la ville de Beyrouth à établir des banques, à moderniser le port, à créer toute l'infrastructure qui va permettre à cette culture de la soie, à cette industrie de la soie de s'épanouir. Et le mûrier, vraiment, c'est ce que le ver à soie mange, c'est les feuilles du mûrier. Alors là, on pense un peu aux plantes aussi qui font partie de cette identité, qui font partie de cette identité moderne de la ville qui aussi nous permet à penser au jardin. Mais avec la guerre, on a perdu ça. On a perdu, mais c'est pas seulement la guerre, mais aussi c'est le développement urbain de Beyrouth, comme on a vu avec tous les immeubles là qui encerclent le jardin. Le jardin de la Nahda, le jardin du 19e siècle, est encerclé par la guerre et devient un jardin interdit à cause de la guerre, mais aussi un jardin qui est encerclé par tout ce développement urbain qui est tout autour. Et quelles sont les nouvelles plantes ou bien la verdure? Est-ce qu'il y a une autre verdure, thématique de verdure, qui va venir maintenant et permettre à ce nouveau sujet, ce que j'appelle aussi homo bellum, ça veut dire la créature de guerre, l'homme guerre quelque part, de se réimaginer une fois qu'on n'a plus ce mûrier, on n'a plus ce jardin de la Nahda. Et là, je veux revenir un peu au livre et je vais lire un peu de ce chapitre qui vient vers la fin pour parler un peu d'un autre genre de verdure qui pourrait aussi nous permettre de penser le futur. Je quittais définitivement le Liban. J'ai demandé au chauffeur de faire le long chemin jusqu'à l'aéroport, longeant le littoral, pour pouvoir faire une dernière fois le tour de la ville et imprimer dans mon esprit la vue de la mer. Je voulais respirer son odeur et la conserver en moi. Cette odeur qui, imprégnait mes entrailles en ce jour d'août, allait naître et remonter chaque été, me chatouillant les narines
et me reliant au lieu que j'avais abandonné. Je ferme les yeux et commence à sentir les algues à marée basse, en train de cuire au soleil. Des algues vertes et violettes s'enrouler autour des rochers, comme de la dentelle et du pompon, révélant les trous et les failles où crabes et poissons se réfugient des prédateurs du large. Les œufs des algues produisent un type particulier de phéromones appelé dictyoptérène. Ces phéromones ont fait de moi une créature marine, un être désirant, répondant à leur appel d'accouplement chaque été, peu importe où je suis ou avec qui je suis. L'odeur de la mer monte en moi, s'empare de mon corps et me donne l'impression que l'eau m'éclabousse à nouveau, éparpillant ces petits cristaux blancs sur ma peau une fois le sel séché. Chaque été, je commence à sentir la mer de Beyrouth. Chaque été, je commence à sentir les rochers pointus s'enfoncer dans la pointe de mes pieds alors que je me dirige vers les profondeurs. La douleur que je ressens en marchant pieds nus sur les rochers et les odeurs d'algues de la mer de Beyrouth sont les ingrédients de mon être sensuel. Ils me récompensent de les retrouver et me punissent de les avoir remplacés par d'autres odeurs et masses d'eau. Quelques semaines après mon arrivée dans le nord de l'État de New York, ça c'est en 1994, j'ai été invité par des amis à faire de la voile sur le lac Ontario. On a pris des sandwichs et des boissons et on s'est dirigé vers le lac. C'était une journée froide et nuageuse, rien à comparer au paysage marin que j'avais laissé derrière moi. Alors que le petit voilier fendait les vagues sur le lac venteux, j'ai commencé à avoir la nausée. J'ai sorti la tête du côté du navire et la nourriture, et tout ce qu'il y avait dans ses entrailles ont commencé à jaillir. C'était comme la scène de Brokeback Mountain, où Ennis s'est effondré après le départ de Jack. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce jardin de bord de mer, ce n'est pas juste un endroit de refuge ou bien d'évasion, c'est aussi, ça rentre d'une façon fondamentalement de notre constitution, notre constitution comme sujet sensoriel qui est façonné, qui est mu par certaines odeurs, par certaines lumières, une réaction à la lumière. Et bien sûr, si on pense au sujet freudien, c'est vraiment une histoire qui a à voir avec l'identification, les parents et tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire de repenser ce sujet dans ce contexte-là ? Et d'imaginer aussi le désir, ou bien la structure du désir, qui est très importante à travers ce jardin et à travers ces algues qui sont vraiment, ces phéromones qui ne sont pas vraiment pour les humains, mais il y a maintenant une correspondance entre algues et humains. Et il y a la frontière qui dépasse, qui sépare ces espèces. Tout à coup, elle est brisée, cette frontière. Il y a une osmose, si vous voulez, entre les créatures marines et nous aussi, qui ont été poussés à occuper cet espace liminal entre la terre et la mer. On était poussés à, si vous voulez, je veux utiliser aussi le double sens de pousser. On était poussés à pousser, comme la plante pousse, dans cet espace qui est entre mer et terre, mais aussi entre la mer et le feu. L'idée du feu, c'est aussi l'idée de la guerre, c'est l'idée de la violence. Alors quand on est poussé à être dans cet endroit-là, qu'est-ce qui sort? Comment on se réinvente et qu'est-ce qu'on perd? Et de quoi on commence à avoir conscience de la perte d'un certain jardin, mais qu'est-ce qui est aussi reconstitué dans le processus? Et là, cette idée d'algues, et bien sûr, en parlant avec Salma, Martin et Grigori sur Zoom, j'ai appris que ici, Luma aussi,
un atelier, j'ai hâte de voir les algues, mais les algues, c'est quelque chose d'essentiel. Mais ça a été quelque chose d'essentiel pour moi, qui a vécu dans ce jardin marin, si vous voulez. Mais aussi les algues, que je pense de plus en plus après notre conversation. Et je veux parler un peu plus de ces algues et en finir avec ces algues aujourd'hui pour dire qu'en fait, peut-être ça, c'est la verdure du futur, ou bien c'est la verdure qui va être la particule élémentaire de penser le futur, et non pas seulement du sujet face à la catastrophe, mais aussi peut-être de la communauté face à l'échauffement climatique, face à la catastrophe climatique d'une façon plus large. Et la dernière citation que j'ai, c'est de Lyotard, et c'est de L'Inhumain, qui sont Causeries sur le temps, qui est un texte qui est sorti en 1988, où Lyotard parle de cette idée de progrès, ou bien la disparition de cette idée du discours du progrès, et il dit quelque chose que je trouve très important sur les algues. Et je vais lire le texte original en français, vous avez la traduction, vous avez la traduction en anglais. Vous savez, la technique n'est pas une invention des hommes, plutôt l'inverse. Les anthropologues et les biologistes admettent que l'organisme vivant, même simple, l'infusoire, la petite algue synthétisée au bord des flaques, il y a quelques millions d'années, par la lumière, est déjà un dispositif technique. Et technique, n'importe quel système matériel qui filtre l'information utile à sa survie, la mémorise et la traite, et qui induit, à partir de l'instance régulatrice, des conduites, c'est-à-dire des interventions sur son environnement, qui assurent au moins sa perpétuation. L'humain n'est pas différent par nature d'un tel objet. Son appareillage de capture des données n'est pas exceptionnel comparé à celui d'autres vivants. Il est seulement omnivore en matière d'information. Son système régulateur, codes et règles de traitement, étant plus différencié, et sa capacité de stocker plus élevée. Surtout, il est doté d'un système symbolique à la fois arbitraire dans sa sémantique et sa syntaxe, ce qui le rend plus indépendant de l'environnement immédiat et récursif, ce qui lui permet de prendre en référence, outre les informations elles-mêmes, la manière qu'il a de les traiter, c'est-à-dire lui-même. Donc, de traiter ses propres règles à leur tour comme des informations et d'induire d'autres manières de traiter les informations. C'est en somme une organisation vivante qui n'est pas seulement complexe, mais si je peux dire réflexe. Elle peut se saisir elle-même à titre de milieu, comme en médecine, d'organes, comme dans une activité finalisée, d'objet, dans la réflexion. J'entends esthétique aussi bien que spéculatif. Je vais arrêter là et je prends des questions. Merci. Merci beaucoup, Tariq. Déjà, bravo pour cette traduction rapide, parce qu'elle était quand même très, très belle. Est-ce qu'on a des questions du public ou des remarques? Oui. Merci beaucoup. Alors, puisque vous terminez avec Lyotard, dans la relation à la catastrophe, je suis curieux parce que le rapporter à une économie libidinale, comme ici, j'ai trouvé ça très, très original. Et il a peu été question du deuil et de la mélancolie. Donc, vous parlez du sujet freudien et j'aimerais vous entendre là-dessus relativement à aux catastrophes, quoi. Oui. Ouais. Moi, en fait, j'ai commencé par la psychanalyse, c'est un peu mon contexte conceptuel d'origine. Mais comment faire quand les théories psychanalytiques arrêtent à un certain moment, ou bien n'arrivent pas à expliquer le sensoriel, ou bien l'affectif? Mais pour revenir aussi à Proust, un peu, cette économie affective, ou bien libidinale aussi, également.
Et c'est là, dans mon travail de chercheur, j'ai travaillé beaucoup sur cette idée de l'affect, parce que je trouve que c'est très important, parce que c'est un moment où c'est l'intersection entre le métaphorique et le matériel, entre la représentation et la matérialité, le sensoriel. Et pour moi, c'est là où ça se joue. Et l'histoire du sujet, l'histoire de la communauté, mais même face à la catastrophe, c'est pas juste le traumatisme, bien sûr, qui vient par des flashbacks, par les rêves, tout le travail de la psychanalyse sur cette idée de traumatisme. Mais aussi, il y a les odeurs, il y a le sensoriel, il y a une autre structure du désir qui coexiste avec celle de la psychanalyse. Et c'est vraiment ce lieu, ce jardin de bord de mer, c'est un lieu qui est pas très loin du jardin, qui est parallèle, mais qui n'est pas l'antithèse. C'est pas une dialectique hegelienne. C'est quelque chose qui existe à côté. Peut-être qu'on oublie parfois. Il faut qu'on se rappelle de ça. Alors c'est une relation. La nature de la relation est très particulière. Alors c'est pour moi, c'est ce que j'essaye de reprendre pour penser le sujet affecté par le traumatisme de guerre. Et comment aussi on se reconstitue. Parce que, par exemple, dans le livre, j'ai un chapitre sur les sédiments. Et j'observe ma mère qui boit de l'eau du robinet. Et au Liban, il ne faut pas boire de l'eau du robinet. C'est vraiment... la guerre a vraiment détruit toute l'infrastructure de l'eau et tout ça. Mais j'ai remarqué qu'en fait, elle ne boit pas l'eau immédiatement. Elle conserve l'eau dans des bouteilles et elle les laisse. Et après, on voit des sédiments au fond de la bouteille. Alors, en fait, c'est un système de filtrage. Ça veut dire les éléments qui pourraient nous empoisonner sont les sédiments. Et on les laisse tranquilles dans la bouteille. C'est comme un vin, un grand vin. Hein. On ne boit pas jusqu'à la fin, on le laisse. Alors, c'est une façon de coexister avec ce poison sans essayer de l'extraire. Et c'est ça ce que j'essaie de montrer un peu dans le livre, c'est qu'il faut penser à de processus, et j'imagine, c'est ce que vous faites aussi ici, dans le contexte de l'environnement et tout ça, d'avoir accès à des outils pour coexister avec quelque chose, la mauvaise herbe, ou bien l'herbe envahissante et tout ça. Alors comment penser à ça aussi dans l'histoire du sujet, l'histoire de la communauté, dans un sens large? Je voulais vraiment te remercier sincèrement de deux déplacements que tu as faits. Le premier, c'est que si on regarde les débats écologiques, pour les figures de la guerre, c'est toujours organisé autour de la guerre qui va arriver, ou alors après la guerre qui va arriver dans ce vertige presque d'attente d'une autodestruction qui va permettre de recommencer. Enfin. Et après la guerre, comme si on allait bâtir un monde différent, la collapsologie est constituée autour de ça. Et c'est très rare d'entendre pendant la guerre, le sujet pendant la guerre. Et donc, voilà, j'aimerais savoir comment tu assumes ce déplacement par rapport aux écologies. Et la deuxième chose, pour les algues, si tu repenses à cette expérience de pensée que fait Bruno Latour dans le jardin, en fait, ce qu'il évoque quand il disait le jardin existait avant nous, c'est les cyanobactéries. Les cyanobactéries qu'on a nommées improprement comme des algues, qui il y a 3,5 milliards d'années ont permis de créer l'atmosphère de la Terre et nous ont permis d'habiter. Donc je voulais savoir si tu avais dans ton projet une volonté de prolonger ça par le dialogue avec les sciences de la nature, avec ce qui se passe aujourd'hui dans la redécouverte de ce qui nous permet, nous, d'être humains, comme sujet qui habite la Terre. Absolument. Pour la première question, ce qui est particulier non seulement pour le Liban, mais je dirais pour la région en général, c'est que la guerre ne se termine jamais. Et c'est ce qui est la vraie catastrophe. Ça veut dire on est vraiment dans un état toujours dans un état de guerre, dans un mode de penser la guerre comme une condition
Et j'ai montré la photo de Gaza. Ça, c'est juste un exemple. C'est la guerre au Liban, par exemple. Quand on parle de la guerre civile, on dit, OK, elle a commencé en 1975, il y a une date précise, le 13 avril, et puis elle est finie en 1990, mais en fait, elle a commencé beaucoup plus avant, et elle continue. Elle ne continue pas de la même façon. Alors comment faire pour penser la guerre alors que la guerre ne finit jamais? Il n'y a pas une réconciliation, il n'y a pas un genre de deuil, ou bien là, on va voir qui a fait quoi, et puis, n'est-ce pas? Cette idée qu'on trouve dans d'autres pays, il y a un processus de se réconcilier, ou bien de penser, de penser à ce qui s'est passé. Alors, si on est dans un... Surtout au Liban, la guerre est finie, on a dit, OK, ça y est, on n'en parle plus, maintenant on va reconstruire, on coule plus de béton. Et toute la verdure et même les plages disparaissent, même ces petits lieux où les algues arrivent à pousser, elles existent de moins en moins. C'est pour ça, c'est ça la condition dans laquelle je suis. C'est pour ça comment le pendant est fondamental. La temporalité de la guerre, c'est quelque chose qui continue, qui est fondamental. C'est pour ça, je ne peux pas m'extraire. Je suis dans la condition de penser le sujet pendant la catastrophe. Et bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de... Parce que, en fait, la destruction, c'est aussi le moment de crise. Pour revenir à Kant, c'est aussi la critique, n'est-ce pas? C'est aussi la possibilité de penser l'humain d'une nouvelle façon. Alors, et c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est que les algues, si on pense aux algues aussi comme ces particules qui pourraient, avec qui on établit une certaine intimité, ou bien qui deviennent essentielles à cette intimité de guerre dans ce jardin, dans ce nouveau jardin de bord de mer, si vous voulez, mais aussi c'est une façon de s'imaginer le futur. Et imaginer un futur qui n'est pas, qui ne joue pas le même jeu dialectique du paradis perdu et du paradis qui va être retrouvé. Comment aussi sortir de cette dialectique et imaginer quelque chose de différent, et imaginer aussi un être différent, une créature différente, une structure du désir différente. Et on la voit aujourd'hui, les structures du désir, vraiment nos catégories, et désir, je veux dire par désir quelque chose de plus complexe. La sexualité fait partie de ça, mais elle n'est pas réduite à ça. Comment penser le désir, pas seulement de la perspective du manque, parce que ça aussi, ça a été fondamental à la pensée psychanalytique, l'idée du manque, de la perte, aussi qui rejoignent un peu le discours qu'on essaye de critiquer aussi de ce jardin paradisiaque perdu. Alors être ici et être en conversation avec vous, ça me permet aussi de vouloir penser plus aux algues, ou bien à une certaine végétation, certaine verdure qui aussi pourrait nous imaginer d'autres voies. Voilà, d'autres voies, en sortant aussi de nos théories et de nos récits qui sont un peu, qui nous encerclent aussi, qui nous limitent. Et je veux dire par ça vraiment la pensée hegelienne dans toutes ces manifestations, si vous voulez. Il inclut Freud, et il inclut le nationalisme, il inclut penser la communauté politique, penser l'histoire, tout ça. Alors je trouve que c'est ça, je suis tout à fait d'accord, et je trouve que ça c'est une opportunité pour aussi amener les disciplines en dialogue, les disciplines de lettres, de philo, mais aussi des études de l'environnement et tout ça, et c'est ce que Lefebvre en fait disait à un moment donné, n'est-ce pas, l'idée de l'urbanisme, il faut amener toutes ces disciplines en dialogue
pour imaginer la ville ou bien pour imaginer quelque chose qui ne peut pas être juste le travail des architectes ou bien juste le travail des urbanistes, mais de créer ce discours transdisciplinaire quelque part. Tarek, merci beaucoup pour cette conférence qui nous a vraiment expliqué que le jardin est la nostalgie pour le futur. Et en plus, dans tes photos, tu nous as montré des échanges entre le vert et le bleu. Et ça m'a fait rappeler que dans la langue arabe, à un moment, historiquement, les deux mots étaient le même mot, ou dans la même gamme. Et je me suis posé la question, et je te pose la question, à quel moment dans la langue arabe on a décidé de diviser entre le bleu et le vert? Ah, wow. Je savais, j'ai jamais pensé à ça. C'est quoi le mot en arabe que vous avez en tête? Bah. Khadra, c'est utilisé pour le ciel. Ah, voilà. Pardon? Khadra, c'est utilisé parfois pour le ciel. Le ciel, Et ok. ce n'est pas seulement dans la langue arabe, mais dans des autres langues. Mais à un moment, on a distingué entre les deux. Ok. Et je ne sais pas si c'est grâce à la Nahda ou à cause de la Nahda qu'on a décidé de séparer les deux. Super question, Hachem, mais vraiment, je n'ai pas pensé à ça, mais je vais penser à ça. On a un projet en commun, alors. On va parler de ça, mais c'est une voie de recherche, ouais, comment le ciel et la mer se rejoignent. Peut-être, Tarek, à moins qu'il y ait d'autres questions, peut-être une dernière question pour finir, peut-être plus formelle, parce que toi, tu as tout un travail très précis historiquement et très analytique. Enfin, moi, je connais surtout ton travail sur les Trials of Modernity. Et là, tu nous as esquissé un peu presque un nouveau style, un autre type de déplacement littéraire. Je voulais peut-être que tu nous en dises un peu sur toi, ton processus, de comment tu es rentré en fait dans ce style, Oui. comment tu l'as composé, comment tu l'as travaillé. Et qu'est-ce que ça t'a permis de dire, justement, que d'autres formes d'écriture ou de pensée ne permettaient pas auparavant? Merci, merci Salma pour cette question, mais c'est vraiment une invitation comme celle-ci qui me permet de développer ce style. Ah. Alors c'est à vous que je dois ce style, parce que je ne parle pas à mes collègues qui sont vraiment dans mon domaine où on échange à un niveau où tout le monde se comprend. Là, je dois vraiment traverser. C'est pas me déplacer quelque part aussi, mais aussi, et ça c'est une opportunité, c'est aussi, parler en français c'est une opportunité, ça ouvre aussi une autre dimension conceptuelle, non seulement c'est une communication linguistique, mais il y a de nouvelles idées aussi sortent de ce... Alors le livre vraiment sort de cette communication avec les artistes conceptuels dans la région, avec qui je suis en dialogue. Et ce que j'ai lu de Beachcomber, le chapitre que j'ai écrit il y a 10 ans, c'était vraiment une réponse à une invitation à une biennale. Et le jeu, le JE, et aussi le jeu EU, c'est là où ça commence. Parce que pour nous, le jeu, vraiment, on exclut le jeu. Dans ma formation académique, intellectuelle, il n'y a pas le jeu. On est vraiment observateur qui décrivent des processus. Et je suis arrivé aussi à un certain moment où le jeu a fait une demande et pour rentrer dans le texte. Ou bien on commence vraiment à comprendre aussi cette relation qui est aussi personnelle au professionnel. Et une relation qui est personnelle à l'historique, à l'histoire et parce que aussi, quand on parle des histoires de pays, c'est aussi les histoires des individus, c'est des expériences personnelles, c'est des petites communautés, c'est les micro-organismes. Tu vois, alors c'est tout ça, comment vraiment inclure ces histoires dans le récit. Et j'ai fait ça dans mon travail sur la Nahda, dans mon œuvre. Aussi, quand j'ai fait des collections sur la Nahda, j'ai présenté des voix qui sont pas officielles, qui sont pas canoniques. Et je trouve ça c'est très important aussi de les mettre pour intervenir aussi dans cette histoire, dans ce récit historique
qui a certains critères, et comment aussi intervenir dans ça. C'est un peu, pour revenir à Patrick, le laboureur séditieux de Rome, hein. Parce que moi je m'intéresse aussi au hacking et tout ça. Alors, ça vient avec le temps aussi, cette idée. C'est pas immédiatement qu'on se rend compte de la position, de notre position envers notre œuvre. Ça prend du temps aussi. Et ça, c'était... Et le Covid, vraiment, a poussé tout ça. Parce que vraiment, le Covid, pour moi, ça m'a ramené un peu à l'expérience de la guerre. Alors j'ai dit, OK, c'est maintenant que je dois écrire ce livre. J'avais l'idée de l'écrire, mais je pensais que j'allais le faire plus tard. Parce que ce genre de récits personnels, on les fait d'habitude pour que les gens ne se fâchent pas. Parce que... Merci infiniment, Thaler, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va faire une petite pause et on reprend dans 15 minutes.